Donc là on a une première espèce, un petit triton. Vous pouvez regarder, il a des palmes sur les pattes arrière. Donc c'est un mâle du triton palmé. Sur le domaine du Costil, il y a 12 mares qui ont été recensées. Il y en a 9 qui ont bénéficié de travaux de restauration et il y en a une qui a bénéficié d'un entretien. Donc quand je parle de travaux de restauration, ça veut dire qu'on va venir curer la mare, on va venir enlever toute la vase qu'il y a dans la mare pour qu'elle puisse récupérer sa capacité maximale de stockage d'eau. Quand on fait du curage, on retravaille aussi les berges pour qu'elles soient le plus possible en pente douce, parce que plus les berges vont être en pente douce, plus la végétation va pouvoir s'installer. Elles ont été créées justement parce qu'elles servaient à l'homme, quoi. C'est vraiment un habitat qui a été créé un peu de toutes pièces, principalement pour l'abreuvement du bétail, mais aussi pour avoir l'accès à l'eau dans les fermes, pour laver le linge. Un an après ma première visite automnale au domaine du Costil, j'y suis retournée à la fin du printemps pour participer à une animation nocturne sur le thème des mares. Si vous n'avez pas écouté les épisodes 122 à 124, je vous conseille de commencer par là pour découvrir ce qu'est le domaine sauvage du Costil. Ce sont 170 hectares de terre dans le bocage ornais en cours de réensauvagement, gérés par une association qui a aussi pour mission de sensibiliser, transmettre, créer du lien dans le territoire et inspirer une dynamique de réensauvagement massif en France, financée notamment par l'argent des entrepreneurs à succès. Dans ces 2 épisodes, on se relie plus particulièrement à l'eau et aux mares, qui occupaient une place clé dans les fermes jusque dans les années 50. Le Costil, accompagné par le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie, a décidé de réouvrir et entretenir, valoriser 12 mares présentes sur le domaine. La première partie de ce reportage est une immersion dans cette nocturne sur les mares, animée par Juliette Cuillet, chargée d'études pour le programme régional d'action en faveur des mares. Nous allons rencontrer 3 mares du domaine, ainsi que la vie qui y habite. C'est aussi un moment privilégié pour échanger sur l'histoire des mares, intimement liée à l'histoire des paysans. Je suis Opaline et vous écoutez le podcast Agroécologie voyageuse. Cet épisode fait partie de la saison 5 dans la thématique « Rendre l'eau à la terre » et a été financé par l'association Domaine sauvage du Costil. Belle écoute. Il est 20h30. Le soleil n'est pas encore couché. Nous nous arrêtons devant une première mare et Juliette présente les 4 stades d'évolution d'une mare. Les mares sont des habitats très dépendants de l'homme. Sans notre intervention, elles ont tendance à se combler naturellement et à disparaître. 1 million de points d'eau ont été détruits en France depuis 1950. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le conservatoire parmi vous? Ouais. Donc pour refaire une rapide présentation, c'est une association de loi 1901 qui est non militante et à but non lucratif, qui a pour but de protéger, gérer, valoriser et connaître les espaces naturels de Normandie. Donc à ce titre, on gère près de 230 sites sur près de 3000 hectares en Normandie. Donc ça peut être des gîtes à chauves-souris, des prairies, des coteaux calcaires, des tourbières ou encore des mares. Et le Conservatoire d'espaces naturels vise aussi à accompagner les politiques publiques. Donc dans ce cadre, il anime 5 programmes régionaux. Donc le programme régional d'action en faveur des coteaux, le programme régional d'action en faveur des tourbières, qui a été lancé cette année, le programme sur les espaces en libre évolution, le programme sur les espèces exotiques envahissantes et le programme sur lequel
pour lequel on est réunis ce soir, le programme régional d'action en faveur des mares de Normandie. Donc moi je suis chargée d'études au sein de ce programme, et ce programme il vise à enrayer le processus de disparition et de dégradation des mares en Normandie, puisque aujourd'hui on estime que 40% des mares de Normandie sont menacées de disparition à court terme. Les mares, elles ont été beaucoup créées par l'homme, notamment pour l'abreuvement du bétail, mais aussi pour avoir accès à l'eau dans les fermes, et avec l'induction de l'eau potable dans les années 50-60. Du coup, beaucoup de mares ont été abandonnées parce qu'elles perdaient leur fonction. Sur les mares, on distingue 4 stades d'évolution. Donc ça va du stade 1 au stade 4. Le stade 1, c'est une mare qui vient d'être créée ou qui vient d'être curée, qui a sa capacité maximale de stockage d'eau et qui a très peu de végétation autour. Le stade 2, ça va être une mare qui a assez peu de vase dans le fond et qui commence à avoir de la végétation qui se développe autour et dans l'eau. Le stade 3, c'est une mare qui commence à bien s'envaser et avec une végétation qui commence à être ligneuse. On a des arbres, des arbustes qui commencent à coloniser les bords de berge, les bords de la mare. Et le stade 4, c'est le stade un peu final d'évolution, mais qui peut durer très très longtemps dans le temps. Donc c'est une mare qui va être très envasée, qui va avoir très peu de capacité de stockage d'eau et qui va être très refermée par la végétation. Les arbres qui vont recouvrir la mare, qui vont même parfois pousser dans la mare. Et donc c'est sur ces stades-là qu'on cherche à intervenir, puisque du coup si on ne fait rien, c'est une mare qui va naturellement se combler et disparaître. Donc, sur le domaine du Costil, il y a 12 mares qui ont été recensées. Il y en a 9 qui ont bénéficié de travaux de restauration et il y en a une qui a bénéficié d'un entretien. Donc quand je parle de travaux de restauration, ça veut dire qu'on va venir curer la mare, on va venir enlever toute la vase qu'il y a dans la mare pour qu'elle puisse récupérer sa capacité maximale de stockage d'eau. Quand on fait du curage, on retravaille aussi les berges pour qu'elles soient le plus possible en pente douce. Parce que plus les berges vont être en pente douce, plus la végétation va pouvoir s'installer sur les bords de la mare, comme on le voit là par exemple. Et la végétation, elle va venir filtrer l'eau, elle va venir améliorer la qualité de l'eau de la mare. Et puis ça va être un support de ponte et de cache pour toute la biodiversité qu'il va pouvoir y avoir dans la mare. On vient aussi donc travailler sur la végétation arbustive qui a pu se développer autour de la mare. Donc on vient faire du débroussaillage, de l'élagage, du dessouchage sur les arbres qui sont vraiment qui prennent vraiment toute la lumière sur la mare. Parce que le but, donc du coup, c'est de la réouvrir, c'est qu'elle puisse réavoir accès à la lumière à nouveau pour que la végétation se développe et que ça puisse être un milieu accueillant pour la biodiversité. Sur la mare devant laquelle nous nous sommes arrêtés, Juliette présente les différents types de plantes qui vivent dans la mare. Les élophytes ont les pieds dans l'eau et les feuilles au-dessus de l'eau. Le jonc, par exemple, en fait partie. Et les hydrophytes ont les racines et les feuilles sous l'eau. On a par exemple les renoncules aquatiques, aussi appelés boutons d'or de la mare. Ensuite, toutes les feuilles bien vertes que vous voyez qui ressortent dressées de l'eau, c'est ce qu'on appelle du plantain d'eau, donc Alisma plantabo aquatica. Donc ça, ce sont des hydrophytes. Et toutes les feuilles que vous voyez qui sont assez plates sur la surface, ça c'est du potamo nageant. Voilà, et donc tout cela, ça forme vraiment un habitat déjà pour ces plantes aquatiques. Et puis ça va former un habitat assez favorable pour tous les petits animaux qu'on va pouvoir retrouver dans la mare, donc que ce soit les amphibiens ou aussi tout ce qui va être invertébré, tout ce qui va être odonate, donc les libellules, les demoiselles. Juliette explique qu'après la restauration d'une mare, le résultat peut sembler brut parce qu'il n'y a plus de végétation. Ici, on observe une végétation luxuriante 2 ans après le chantier. En fait, la végétation s'installe très rapidement grâce à la banque de graines présente dans la vase. Lorsque l'on crée une mare, il sera souvent nécessaire d'apporter des plantes, car le processus de colonisation sera beaucoup plus lent. À ce sujet, je vous conseille d'écouter l'épisode bonus sur les mares avec Melvin Guyot-Jonard. Les mares ont été créées par l'homme. Oui.
Donc, La majorité. La majorité. Ouais, 90%. 90% des mares, ouais. C'était vraiment des écosystèmes paysans presque. Oui. Ouais. Elles ont été créées justement parce qu'elles servaient à l'homme, quoi. C'est vraiment un habitat qui a été créé un peu de toutes pièces, principalement pour l'abreuvement du bétail, mais aussi pour avoir l'accès à l'eau dans les fermes, pour laver le linge. Excuse-moi, le choix d'un emplacement pour créer une mare, c'est quoi ? Et ben alors étonnamment, enfin je ne sais pas comment est-ce qu'ils faisaient, mais avant les paysans savaient très très bien où est-ce qu'ils créaient les mares. Des sorciers peut-être, ils savaient. Oui. Aujourd'hui nous on fonctionne parfois avec des tarières, donc on vient creuser un peu dans le sol et voir s'il y a de l'argile en fait dessous. Parce que l'argile va être imperméable en fait et justement va permettre de stocker l'eau. Et autrefois, même quand on fait nos recensements de mares, on s'aperçoit souvent que les mares ont été créées dans les lignes de pente. Et donc, parce que Collecter le ruissellement, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Elles collectaient les eaux de ruissellement, et puis si elles étaient sur l'argile, du coup, ça fonctionnait très bien et retenait très bien. Juliette explique ensuite qu'une mare se remplit de différentes manières. L'eau qui tombe, les eaux de ruissellement. Dans ce cas, la mare a un rôle de tampon pour limiter les inondations. Ces écosystèmes aquatiques peuvent aussi être alimentés par une source. Enfin, les mares ne sont pas forcément stagnantes et les mares ne sont pas toujours permanentes. On peut avoir des mares permanentes qui vont être en eau toute l'année et des mares temporaires qui vont s'assécher une partie de l'année. C'est pas du tout problématique, sauf si l'assèchement survient trop tôt. Pour que ce ne soit pas problématique pour les espèces qui vivent dans la mare, il ne faut pas que la mare s'assèche au printemps, en avril-mai, parce que du coup tout ce qui va être dans la mare, tout ce qui va se développer, notamment les larves d'amphibiens, elles ne vont pas du coup pouvoir arriver à terme. Mais si la mare s'assèche l'été, en juillet, août, septembre, ça pose pas du tout de problème pour le milieu. Et justement, ça peut même permettre d'avoir une végétation assez différente du coup qui va s'installer avec cet assèchement. Je vous ai parlé des 4 stades tout à l'heure. À votre avis, celle-ci, elle serait de quel stade ? 2, 3, 1. 2, ouais, 2,5. Alors pourquoi 3 ? Bon, il n'y a pas encore d'arbustes, mais c'est pas long. Pour le coup, on est plutôt sur un stade 2, effectivement. Ouais. Donc là, il n'y a pas du tout d'arbustes, il n'y a pas du tout de ligneux, il n'y a pas de tous autour. On a les 2 arbres au fond. C'est l'idée de ce... Ouais, mais ça gagne le en fait, finalement, effectivement, avec la glycérie qui se développe, donc cette herbe des mares, on a l'impression qu'elle prend de la place. Mais en fait, finalement, dessous, il y a encore tout plein d'eau, en fait. Et donc c'est de la végétation totalement classique de mare. Là on n'a pas du tout de vase en dessous parce qu'elle a été curée il y a 2 ans. Donc on est vraiment sur un stade 2. Là on est sur une mare qui est au top de sa forme. Voilà. Au fleur de l'âge. Je pense qu'on doit avoir un peu plus de 2 mètres vraiment au centre dans la zone la plus profonde. Alors il y a une période à respecter, surtout quand on fait du curage, ça doit être fait entre le 1er septembre et le 15 décembre pour les amphibiens. En dehors de cette période, les amphibiens, dont certaines espèces sont protégées au titre de l'habitat, sont présents. Des questions émergent au sein du groupe. Comment les différentes espèces aquatiques peuvent-elles rejoindre une mare nouvellement créée ? Donc il faut quand même qu'il y ait des zones qui puissent réensemencer en grenouilles la mare, quoi. Ouais. Ou alors des oiseaux. Ouais. Après peut-être qu'il y avait des mares à proximité et peut-être qu'elles étaient présentes quand même, peut-être qu'il y a un peu de haies, et du coup elles se présentent un peu dans les haies, dans les boisements. Et puis finalement dès qu'elles retrouvent un point d'eau, elles arrivent facilement à en retrouver et puis après à se réinstaller. Elles peuvent faire quelle distance Ça dépend des espèces. Enfin, ça fait plusieurs centaines de mètres. Les tritons crêtés, les gros traités, il me semble que c'est 800 mètres qu'ils peuvent faire en termes de déplacement. Et une fois qu'une grenouille s'installe dans une mare, elle va se reproduire, etc., etc. Et à quel moment on dépasse le seuil de surpopulation ? Comment ça se régule ? Je pense que ça se régule assez naturellement.
elles vont avoir certains prédateurs comme les oiseaux, les ronds, les grandes aigrettes, les couleuvres à collier. Et puis finalement, la nature se régule d'elle-même en fait quand il y a trop à manger, donc trop de grenouilles. Du coup, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de couleuvres qui vont venir pour en manger. Et puis, si au bout d'un moment il y en a plus, les oiseaux, les couleuvres vont plus revenir. Et du coup, c'est comme ça que les grenouilles vont revenir. Enfin, c'est un cycle un peu infini en fait. Là, moi, je suis venue faire un inventaire la semaine dernière du coup. Parce que là sur les mares du Costil on réalise ce qu'on appelle un POP amphibien. Donc c'est un protocole d'études standardisé des amphibiens qui se déroule en 3 passages. On fait un premier passage en février-mars pour repérer les espèces qui sont plutôt précoces, donc comme je vous ai dit les grenouilles brunes. On vient repérer les pontes dans les mares. Ensuite on fait un deuxième passage en avril-mai, c'est la période où on peut le plus contacter d'espèces parce qu'ils viennent vraiment se reproduire dans la mare. Donc c'est le passage que j'ai réalisé la semaine dernière. Et donc on refait un 3e passage en juin-juillet pour les espèces plus tardives, notamment les grenouilles vertes. Donc nous quand on fait des inventaires, soit on utilise des nasses, donc c'est ce que vous allez voir sur la prochaine mare, soit on utilise un troubleau. Donc c'est une grande épuisette, donc nous on appelle ça un troubleau. Et donc on vient vraiment troubloter dans l'eau pour attraper les espèces avec. Et l'idée c'est quand même de pas trop abîmer la végétation non plus avec le troubleau. Il est 21h30. Le soleil est passé derrière les arbres. Nous pouvons encore voir assez clair. Le groupe se dirige vers une autre mare qui a été entretenue récemment. Elle était quasiment fermée par la végétation ligneuse qui y avait poussé et a donc été réouverte lors d'un chantier collectif cet hiver avec les amis, adhérentes et adhérents de l'association du Costil. J'en profite pour interroger un des membres de l'association, Christian, qui a participé à ce chantier. Ensuite, Juliette et Eva relèvent les nasses qui ont été plongées dans la mare quelques heures avant l'animation. Les nasses sont des récipients flottants ou immergés qui permettent de piéger puis relâcher les amphibiens. Si tu peux juste me dire ton prénom et pourquoi tu es venu à cette... Qu'est-ce qui t'a appelé à faire cette soirée? Donc je me prénomme Christian. Cette soirée, ça fait suite pour nous. Nous étions déjà venus pour l'entretien d'une mare au Costil. Et donc c'était intéressant d'avoir justement la suite de cet entretien pour voir un peu ce que c'est devenu. De plus, nous sommes relativement intéressés par le sujet puisqu'on essaye de créer une micro-mare chez nous, ce qui fait que ça nous intéresse d'avoir un petit peu de retour sur le sujet. Et donc par leur comportement de curiosité, il n'y a aucun appât dedans. Ils viennent voir en fait ce qui se passe à l'intérieur. Et une fois qu'ils sont dedans, ils ne savent plus comment ressortir. Donc du coup, nous, on les laisse poser minimum 4 heures sur les mares et on vient les relever, on les pose du coup dans l'après-midi et on vient les relever dans la nuit. Parce que du coup, donc, tout ce qui est amphibien, ils ont surtout une activité nocturne, ils sont vraiment plus actifs la nuit. Donc pour les observer, c'est plus facile la nuit. Et les tritons adultes, ils ont des poumons. Ils respirent avec des poumons. Et donc on met des flotteurs dedans, donc c'est les deux petits flotteurs blancs que vous pouvez voir. Donc ça sert du coup à faire flotter la nasse pour que, une fois qu'ils sont dedans, ils puissent quand même revenir respirer à la surface. Ils ont aussi une respiration par la peau, donc ils pourraient rester vraiment dans l'eau sans revenir à la surface. Donc là dans cette première nasse, on a 2 petites choses. Alors le tout c'est d'avoir les mains toujours mouillées. Si on les touche avec nos mains qui sont sèches, on risque d'absorber en fait toute leur humidité. Mais du coup je rappelle que c'est sous réserve d'avoir une dérogation pour les manipuler. Donc là on a une première espèce. Un petit triton. Vous pouvez regarder, il a des palmes sur les pattes arrière. Donc c'est un mâle du triton palmé. Donc c'est le triton le plus commun. Et puis il a un petit filament au bout de la queue. C'est le plus petit triton. Dès la mi-juin, après l'accouplement, les tritons adultes quittent peu à peu le plan d'eau et perdent leurs palmes. Généralement, ils ne s'éloignent que de quelques centaines de mètres de leur point d'eau.
Juliette nous montre ensuite des têtards de grenouilles vertes, des exuvies de libellules et des gamarres, petits crustacés d'eau douce aux allures de crevettes, très importants dans le fonctionnement des cours d'eau car ils se nourrissent de matière organique, par exemple des feuilles mortes qui tombent dans les rivières. Leur alimentation se compose aussi d'algues et de débris organiques d'origine animale. Ce sont aussi des proies de choix pour de nombreux poissons et amphibiens. Et là, ils mettent leurs palmes. Et ben voilà. Bah nous, faut plutôt attendre. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle la parade, la parade Ils perdent les nuptiale. palmes. Et donc après, quand ils sortent de l'eau, ils perdent leurs palmes. Ah ouais. Ah oui. Ah, bah Ça oui, revient c'est l'année ça. prochaine. Et ça, voilà, ça revient après. C'est pas détachable. Oui, puisqu'après ils sont dans le. Ah oui, sont c'est sur pas très terre. pratique en fait. Pour moi, ça leur fait du paire de ski. Ça, c'est des... Donc là, on a autre chose. On a des têtards. Alors l'eau est pas super claire là, donc je sais pas si vous arrivez beaucoup à les voir, mais on va faire passer le pot. Donc là, c'est des têtards qui sont un peu verdâtres. Donc ce sont des têtards de grenouilles vertes. Ils n'ont pas encore leur patte de sortie. On les voit un peu. On commence à les voir. arrive, Ouais. Et après, c'est pareil, ils vont faire des poumons, c'est ça? Ils vont respirer. Pareil. Vous avez sacrée mutation. Et donc c'est la dernière mue de la libellule. En fait, la larve va monter, s'accrocher à la végétation, et puis elle va s'ouvrir et ressortir comme une libellule. Une libellule ou une demoiselle d'ailleurs, c'est la même chose pour les petites demoiselles. C'est un super prédateur dans la marche. Ça capture Oui. les têtards. Oui. Les libellules capturent les têtards. Les larves, elles les peuvent mangent. être un peu carnivores. Ouais. Et mais c'est les larves de dithyques qui sont encore plus voraces. Elles vont vraiment. Ils ont l'air méchants d'ailleurs. Les larves ont une tête un peu. Il est gentil, il est méchant. Non mais je rigole, mais Non, c'est vrai, les larves, elles ont tout une est tête relatif. un peu- Et du coup, on peut avoir ce qu'on appelle des gamarres. C'est pas très très gros, hein. Donc ouais, ça fait partie des petits invertébrés qui peuvent vivre dans l'eau. Les exuvies, c'est quelle période du coup Là, elles sortent au printemps, justement. Au printemps. J'en ai vu justement, on pourra regarder sur la marque, on va aller juste après. Accroché dans les herbes. Et parfois, pour nous, c'est assez important de les récolter et de les identifier. Parce que parfois, on ne voit pas forcément les espèces voler autour de la mare. Il y a 4 espèces de tritons présentes en Normandie, classées depuis le plus commun au plus rare. Le triton palmé, le triton alpestre, le triton crété et le triton ponctué. Cette dernière espèce est considérée en danger en Normandie. Les tritons peuvent vivre jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc là, on a une autre espèce. C'est le deuxième triton le plus commun. Est-ce que vous vous souvenez lequel c'est? Donc c'est le triton alpestre. Et donc ça, c'est une femelle. Donc le mâle, il va avoir une petite crête sur le dos que la femelle n'a pas. Et puis le mâle va être légèrement... Alors, en général, chez les tritons, les femelles sont plus grosses que les mâles. Et voilà, le mâle est beaucoup plus... a une teinte plus bleutée, un peu plus claire. Ça ressemble au lézard. Ouais. Vers 22h, nous nous dirigeons vers une 3e mare. Là, il fait carrément nuit. On a sorti les frontales. Patrick, naturaliste adhérent de l'association, a apporté une bat box, un outil qui permet d'entendre les ultrasons des chauves-souris. Donc celui-là, on peut changer les microphones, mais celui-là il est adapté pour les fréquences très hautes. Donc on peut avoir les criquets aussi, on peut le détecter là-dessus. Mais sinon, ça fait genre... Ça gaspille un peu le son, parce que nous on veut écouter les chauves-souris. Une pipistrelle commune. Les pipistrelles, elles sont pas trop gênées par la lumière. Non, c'est vrai. Alors que les grands rhinolophes, il faut qu'elles soient dans le noir complet. Je m'appelle Patrick. Ça fait 2 ans que je suis adhérent à l'association et donc je viens à toutes sortes d'activités qu'ils organisent.
Mais ce soir, je suis particulièrement intéressé parce que j'ai des mares chez moi et j'essaie aussi de les restaurer. Donc là, j'en ai curé une cet hiver et en attendant de voir si d'autres invertébrés, d'amphibiens, tout ça vont coloniser. Donc voilà, c'est un peu ce qui me motive. Et après, il y a tout ce qui est réensauvagement aussi qui m'intéresse particulièrement parce que je suis aussi biologiste de conservation. Donc c'est aussi mon dada. Et chez toi, donc c'est un terrain, un grand terrain, une ferme? Ouais, c'est sur la ferme de mes parents sur 7 hectares. D'accord. Donc j'ai un peu repris sur le côté où je replante verger, je fais. On essaie de faire un arbre de paix pour la biodiversité et pour l'agriculture aussi. Moi j'essaie d'apporter un peu de mon expérience plutôt professionnelle, du coup, où je travaille sur la conservation d'espèces menacées, notamment des contacts au Royaume-Uni sur le rewilding et tout ça. Après, j'ai appris toutes sortes de choses plutôt traditionnelles de paysans aussi. L'art de la trogne, on a fait ça l'année dernière. Des trucs qu'on peut faire à la main où on n'a pas vraiment besoin de gros tracteurs et tout ça. Là, on est en train d'observer un dithyque. C'est l'un des premiers insectes arrivés sur une mare fraîchement créée. On le reconnaît facilement. C'est un coléoptère qui, adulte, est brun foncé à noir. Il a des rames qui lui permettent de nager à la surface de l'eau. La larve est très vorace. Elle se nourrit notamment de têtards ou de larves de libellules. Et les scènes de chasse sont assez impressionnantes, d'où son surnom de tigre d'eau douce. L'adulte est aussi un grand prédateur. On peut regarder... Ça, c'est un insecte qui peut voler parce que il soulève ses élytres et il a des ailes en dessous. Et il a des très belles nageoires, des rames, on dit. Ce qui lui permet de nager vraiment. Ah ouais. Il y a le patineur, la rameur. Ce qui est super, c'est son système de respiration parce qu'il met la pointe de l'abdomen à la surface. Juliette récupère une femelle d'une autre espèce de triton, la dernière que l'on observera ce soir, le triton crété. Donc elle a le même ventre que le mâle, voilà, jaune orangé tacheté de noir. Et donc ces petites taches noires là, elles sont propres à chaque individu. Si on voulait faire un suivi, vraiment on peut photographier le ventre et on peut la reconnaître triton. Et voilà, en repassant plusieurs années. Les salamandres aussi, c'est la même chose? Tout à fait, ouais. Ah ouais, c'est dingue les taches. C'est l'un des plus grands tritons avec le triton marbré. Oui, là je pense qu'on est sur une bonne quinzaine de centimètres. Donc il est un peu moins fréquent que le... Il est plus rare que les autres tritons, et donc lui il est protégé au titre de l'individu et de l'habitat. Les tritons nagent pas si bien que ça, quoi. Ils sont vite emportés par le courant. Et c'est comme ça que nous, quand on fait nos inventaires et qu'on prospecte avec le troubleau, c'est comme ça qu'on réussit à les attraper finalement, parce qu'on fait des va-et-vient avec le troubleau, et en fait ils se retrouvent emportés par le courant, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans l'épuisette. Et donc tu disais, c'est le milieu qui est protégé, voilà, du coup. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'autoroute ici, quoi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc c'est plutôt chouette. On a des mâles et des femelles, donc ils peuvent se reproduire du coup. En fait, je pense que quelque part c'est une forme d'instinct. En fait, ils savent sentir où sont les points d'eau, et ils savent. Mais il faut qu'il y en ait à pas loin. Oui, c'est ça. Ils font pas non plus des kilomètres. Enfin voilà, effectivement, ils font pas 10 kilomètres. Juliette pêche une grenouille verte et se lance dans la détermination de l'espèce. Si vous voulez briller en société, voici une anecdote fascinante. La grenouille a beau avoir des poumons, 80% de sa respiration se fait par la peau. De même, pour s'hydrater, la grenouille ne boit pas d'eau. Celle-ci est absorbée par sa peau. Les grenouilles se nourrissent d'insectes, cloportes, escargots, limaces, chenilles, vers et fourmis. Donc là, comme vous voyez, il y a un petit dégradé de vert, c'est un peu jaunâtre.
Donc ça veut dire qu'on est plutôt sur le groupe de la grenouille verte commune, donc Pelophylax esculentus, ou la grenouille verte de l'Essona, Pelophylax lessonae. Parce que sinon l'autre grenouille verte c'est la grenouille rieuse, Pelophylax ridibondus, et elle a les cuisses qui n'ont pas du tout de jaune, et le dégradé de noir ne ressort pas aussi bien. Donc déjà on a éliminé une espèce. Ensuite on regarde le petit tubercule métatarsien, un petit renflement là. Donc la forme diffère entre les deux espèces. Chez la Lessona il est plutôt rebondi en demi-lune, et chez la Esculentus il est un peu plus aplati, un peu anguleux, il forme un peu un triangle. Et chez la rieuse, la Ridibondus, il est très plat. Là d'après ce que je vois ce serait plutôt sur du Esculentus, la grenouille verte commune. Effectivement, et on peut voir que ces palmes sont pas mal. Ensuite il y a la couleur des sacs vocaux qui diffère entre les trois espèces. Mais du coup, chez les femelles, donc il n'y a pas de sacs vocaux puisqu'il n'y a que les mâles qui chantent. Et ensuite, il y a un dernier test qu'on fait. Qui s'appelle le test de Berger ou Berger, qui consiste à mettre les pattes à 90 degrés avec le corps, mais les talons ont tendance à se toucher. Donc ça confirme le fait que ce soit la grenouille verte commune. Bon, je vais pas l'embêter plus longtemps, on va la relâcher. Bravo. Hop. Vous êtes prêts pour le départ? Ouais. Elle s'est pas fait prier pour partir. Il y a une espèce qu'on n'a pas vue, du coup. C'est dommage, donc c'est le Keltriton Ponctué. Le ponctué. On sait qu'il est présent dans la mare. Quand je suis passée la semaine dernière, du coup, on n'a pas posé de nasse, on n'a pas fait de troubleau parce que je savais qu'on reviendrait ici pour l'animation, donc je voulais pas perturber le milieu 2 fois une semaine d'intervalle. On a juste fait le tour de la mare à la lampe torche. Et du coup j'ai vu qu'on avait du ponctué dans la mare. Donc il est présent, on a bien les 4 espèces qui sont présentes dans la mare. Mais du coup soit il est tout simplement pas venu dans les nasses, soit il est un peu moins présent que les autres, soit il a peut-être déjà fait sa reproduction et puis voilà, il est déjà reparti. Donc en triton, on a vu le triton palmé, le triton crété, le triton alpestre. On ne l'a pas vu, mais on a aussi le triton ponctué. Ensuite, on a vu la grenouille verte. Alors, les têtards, pour le coup, on ne peut pas différencier les 3 espèces. Par contre, sur l'adulte qu'on a capturé, donc on sait que c'est de la grenouille verte commune, Pelophylax esculentus. Donc j'y suis à 5. Et le tout petit tétard de crapaud. Donc on est à 6 espèces sur cette mare-là. 6 espèces d'amphibiens. Juliette encourage les personnes présentes à utiliser l'application Géomar, associée à des campagnes de recensement. L'appli nourrit une base de données des mares de la région, développée dans le cadre du programme régional d'action en faveur des mares de Normandie. Ce programme, animé par le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie, vise à enrayer le processus de dégradation et de disparition des mares. Il est financé par l'Agence de l'eau et des fonds européens. C'est grâce à ce programme que les travaux de restauration, les inventaires et même cette soirée ont été rendus possibles. Je demande à Juliette quel est le regard que porte le Conservatoire des espaces naturels sur le projet de réensauvagement du Costil. Donc les points bleus, c'est des mares qui ont déjà été diagnostiquées. Les points rouges, c'est les mares qui sont potentielles, donc où il y a un point qui a été mis sur une cartographie en ligne par rapport aux images satellites. Et les points verts, c'est des mares qui ont été vues, donc c'est quelqu'un qui est passé à côté de la mare, qui a confirmé le fait qu'il y a une mare, mais qui n'a pas forcément fait de diagnostic. Et donc quand je dis diagnostic, c'est que donc c'est des choses que vous aussi vous pouvez faire. Quand vous vous promenez, si vous avez une mare chez vous, soit le point existe déjà et vous avez juste à cliquer dessus et à actualiser du coup la donnée, là vous faites créer une observation, soit le point n'existe pas et dans ce cas il faut juste cliquer sur le plus et ajouter le nouveau point. Et ensuite on vous demande juste de renseigner le stade de la mare, le contexte, si elle se situe dans une prairie, dans une forêt, dans un marais, voilà, et ajouter une photo de la mare.
Et ça permet vraiment d'améliorer les connaissances sur les mares en Normandie parce que comme je vous le disais, on n'a pas du tout de carte qui nous indique où est-ce qu'elles se trouvent. Qu'est-ce que tu penses d'un projet comme le Costil? Est-ce que tu penses que ça serait... Est-ce que tu es étonné que ça existe? Est-ce que c'est nouveau pour toi? Est-ce que tu aimerais encourager au développement de ce genre de projet? D'un point de vue biodiversité, on voit que c'est un projet qui a plutôt tendance à fonctionner. Du point de vue des mares, on a des super réseaux de mares qui sont assez connectées entre elles. En fait, elles forment vraiment un réseau de mares. Donc, pour la biodiversité, c'est vraiment chouette que ce soit les amphibiens ou même les invertébrés, les odonates et même la flore. Il y a de la libre évolution qui est faite du coup sur le domaine. On travaille sur la libre évolution en Normandie depuis quelques années. On sait que c'est favorable à la biodiversité. Okay. À ce stade, j'aimerais compléter cette sortie par quelques informations essentielles. La première concerne les végétaux de la mare. Plus une mare est végétalisée, plus elle va être favorable pour les amphibiens, car les plantes sont un support de ponte et de cache pour de nombreux animaux, comme par exemple les oiseaux. Deuxième information importante, les menaces qui pèsent sur les amphibiens. Elles découlent de plusieurs facteurs. La modification des paysages agricoles, et notamment la raréfaction des mares et zones humides. La forte augmentation de l'artificialisation des milieux naturels et agricoles, le bouleversement climatique, les introductions d'espèces allochtones comme la grenouille rieuse qui entrent en concurrence avec les amphibiens autochtones. Enfin, quelques mois avant ma venue, une espèce d'algue très rare qui n'avait pas été vue dans l'Orne depuis 1880 a été retrouvée dans une des mares du Costil. Il s'agit de Nitella opaca, une espèce très rare de la famille des caracées, des algues évoluées, bio-indicatrices de la qualité du milieu, et qui est pionnière, c'est-à-dire qu'elle se développe sur des milieux rajeunis, comme les mares restaurées. Cette découverte témoigne d'une évolution positive de la qualité des milieux du domaine. Avec quoi tu repars de cette nocturne? J'ai une vision là, de tout ce qui entourait les mares, parce qu'on était vraiment focalisé sur une sorte de miroir de tout ce qu'il y avait autour, les prairies, cette espèce d'ambiance de savane, les arbres morts sur pied qui ponctuaient nos marches vers des points inconnus comme ça, les étoiles qui finit par se lever. C'est tout l'ensemble. Merci à Eva et Juliette de m'avoir fait confiance pour partager au plus grand nombre ce qu'il s'est passé pendant cette soirée. Maintenant, je vous propose simplement de respirer quelques secondes en silence. Faire pause dans votre vie sans doute trépidante. Et prendre le temps de ressentir dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, ce que vous a apporté cette écoute. Alors, quelle est la chose avec laquelle vous repartez de l'écoute de ce reportage? Dans la deuxième partie, Rodolphe Landemaine, fondateur du domaine du Costil, donnera son regard, de jour et sous la pluie, sur ces oasis de vie que sont les mares. À votre tour maintenant de contribuer à la régénération du vivant. Première proposition. Envoyez cet épisode à 3 personnes de votre choix. Deuxième proposition. Laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute et notez le podcast avec 5 étoiles. Troisième proposition.
Abonnez-vous au Mycélien et recevez chaque mois les derniers épisodes et des ressources pour nourrir votre agroécologie intérieure. Et le meilleur pour la fin, consacrez une partie de votre argent à favoriser l'essaimage de l'agroécologie en soutenant mon travail par un don. Tous les liens sont en description de l'épisode. À bientôt et pensez à mettre les mains dans la terre. Elle en a grand besoin et ça vous fera beaucoup de bien.